date des cris, c'est cette semaine, hein. On a vu les dernières révélations d'un vestiaire en feu avec le retour des rumeurs dans la presse ou des fuites, des Greenwood Benatia, qui ne se parlent plus, qui s'ignorent. Ça, c'est depuis un moment, mais là, ça prend des proportions un peu loufoques et pas dignes d'une institution, on va dire. Ensuite, il y a Højbjerg la semaine avant le match, juste de Nice. Il y a eu un problème de chasuble avec le staff, donc altercation. Après le match, grosse altercation entre Abdellier et Bey avec des mots échangés entre le coach et le joueur. On va en parler aussi. Et bien sûr, Medina qui fait fuiter même pas, qui va directement donner des interviews dans la presse. On va décrypter tout ça, les gars, avec Nightage qui est avec moi. On va débattre. N'oubliez pas de mettre votre like, de vous abonner, de commenter la vidéo sur ces sujets. Salut Nightage, on va accueillir Nightage. Bienvenue Nightage, comment tu vas? Je vais enlever la musique. Salut les gars. Alors cette semaine, Nightage, encore beaucoup de mouvements dans l'actualité OM. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu crois que c'est une crise ou c'est une fissure définitive du club en ce moment? On va commencer par le sujet de Greenwood, Nightage. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Déjà, le sujet Greenwood, c'est une cassure qu'on avait un petit peu entre sur le terrain déjà, entre lui et sa volonté de bien finir la saison, même si je doute pas qu'il ait bien envie de terminer. Mais voilà, c'est vrai que la motivation, elle commence un petit peu à s'estomper. Après, effectivement, il y a des choses qui sont compréhensibles dans ça. C'est-à-dire que là, avec un entraîneur pour lequel tu es venu qui est parti, avec un nouvel entraîneur qui est venu et apparemment avec lesquels tu pas beaucoup d'atomes crochus et avec, je pense, lui aussi, une prise de conscience sur le fait que finalement, comme nous, hein, finalement, en tant que supporter, on se rend compte que ce projet n'est pas viable du tout et que la structure n'est pas viable, du club en général. Là, voilà, c'est beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, on a envie de on a envie d'avoir un Mason Greenwood qui est impliqué, mais quelque part, on peut pas trop lui en vouloir non plus par rapport à l'apport justement qu'il a eu sur les 2 dernières années en termes de résultats au club, qui ont été, plus que bénéfiques parce que voilà, on va pas se mentir, hein, sans lui, on ne serait même pas en train de se poser de ces questions-là. Si on peut encore finir en Europa ou machin, on serait déjà distancé depuis longtemps, je pense, au vu de l'inexistence, autour de lui sur la majeure partie de la saison. Et depuis maintenant 2 ans, hein, même si l'année dernière on finit deuxième, c'est vrai que sans lui, bah, tu finis pas deuxième, tout simplement et qu'il t'a sauvé un nombre de fois assez incalculable là. Donc voilà et puis se rajoute à ça du coup les dernières choses qu'on entend, ces derniers jours, c'est-à-dire, sa relation lui avec le club déjà qui est je sais même pas si on peut appeler ça conflictuel parce que je crois qu'il est là lui, il fait ça plutôt pour éviter les conflits justement. C'est-à-dire que là, ça parle par avocat interposé maintenant. Donc il y a plus aucune communication, plus aucun contact, on ne sait pas s'il vient aux entraînements, s'il y fait vraiment quelque chose ou pas. Là, c'est la préparation d'une sortie cet été là, tout simplement, hein. Et la fameuse phrase qu'on entend de plus en plus autour des supporters du club qui est de dire que vivement que la saison se termine, bah, voilà, les joueurs et notamment lui, je pense que c'est encore plus le cas. Donc voilà, c'est assez triste tout ce qui se passe et puis dernièrement, encore une fois là, les rumeurs maintenant au-delà du club, les fameuses rumeurs sur ses potentiels, points de chute l'année prochaine. J'ai une Il y a question par rapport à ça avant de passer aux les transferts. Le départ de Zerbi, oui, on voit que c'est un point d'inflexion. Et aussi d'Angel Gomez, tu ne penses pas qu'Angel Gomez, même s'il n'était pas bon sur le terrain, dans le vestiaire, c'était, on peut dire, très proche de Greenwood? bien sûr, il y a ça. Il y a il y a il y a 2 il y a deux faces, d'une même pièce, pour un joueur de football. C'est le joueur sur le terrain et le joueur en dehors et l'homme qui est en dehors plutôt. Là où, la décision d'avoir pris Angel Gomez au-delà d'être une opportunité de marché, je trouvais que c'était assez intelligent aussi de le prendre pour cet aspect-là, pour l'aspect, psychologique, de ton meilleur joueur tout simplement.
Voilà, on sait que ces joueurs-là, ils ont des attentions particulières parce qu'ils peuvent apporter des choses particulières. Je trouve que ça a été quelque chose qui a été bien fait pour le coup. Je complimente pas souvent la direction ces dernières années, mais là, faut reconnaître que sur le coup, ils ont fait quelque chose de bien, avec ça. Malheureusement, comment dire? C'est quelque chose qui s'est arrêté au bout de 3 mois vu qu'Angel Gomes, on l'a exfiltré cet été, en prêt. Voilà, avec un retour de prêt qui s'annonce d'ailleurs, là où Greenwood sera déjà parti probablement. Donc oui, effectivement, on a fait, comme beaucoup, comme trop souvent maintenant depuis plusieurs années, c'est une bonne décision, on accompagne 2 mauvaises finalement. Que ce soit en termes de mercato, que ce soit en termes de gestion, de communication. Et là voilà, gestion pure de ton effectif. Ce qui partait d'une bonne intention termine en catastrophe totale, en cataclysme, avec quelqu'un qui est démoralisé et voilà donc effectivement ça a eu son importance je pense aussi. Après est-ce que l'arrivée de Nwaneri c'était dans la même optique? Je sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit qu'en perdant l'un et en ramenant l'autre, ça allait pouvoir compenser, mais non, c'est pas voilà. Si on connaît l'historique des 2 joueurs, on savait que ça allait pas être adéquat. Donc voilà, effectivement, après si tu veux que je parle des rumeurs, Non, mercato? par rapport à Greenwood, on est d'accord, ça fait 5-6 matchs qu'il n'a pas marqué de but. Donc, Effectivement. il envoie son avocat. Parce que Greenwood, j'aime beaucoup son apport. Mais ces choses-là, OK, l'institution, elle est pas au top. Mmh. Mais envoyer son avocat, après sportivement, il ne marque pas depuis 5-6 matchs avec tout ce qu'il a fait. C'est vrai qu'on ne va pas lui taper dessus. Mais lui aussi, c'est pas très professionnel, ça, M. Greenwood. Après, Ah bien sûr. c'est le club qui pousse à ça. Il avait une relation privilégiée avec les deux Herbie, de par son père, je pense. Il était souvent en lien avec lui. C'est de l'horlogerie fine, Greenwood. C'est vrai que c'est pas un entraîneur comme Bay qui arrive en milieu de saison comme ça, qui va pouvoir recoller les morceaux s'ils sont déjà cassés. C'est pas que c'est de la faute de Mmh. Bay, c'est que c'est comme ça. C'est la nature des choses. Ouais, on va parler de son évacuation. Je pense que son transfert est imminent. Avec ou sans ces histoires, je pense qu'il devait rester 2 ans au club. Surtout s'il disait Herbie part et qu'il y a des offres. Donc, ouais, tu m'avais parlé de rumeurs. Je te laisse en parler Ah là oui, dessus. effectivement, après c'est voilà, on est encore à un stade qui est pas très avancé, mais voilà, la première chose qui est sortie là depuis quelques jours maintenant, c'était une rumeur sans en être une en fait. C'est en lisant entre les lignes, on peut comprendre assez facilement que c'en est une en direct de rumeur. Dans le journal, sportif, AS, qui est, en Espagne, qui est un journal, madrilène, donc qui rassemble un petit peu, vous savez qu'en Espagne, il y a des journaux de club ou des journaux de région plutôt avec, voilà, la Catalogne a ses journaux, Madrid a ses journaux et cetera et à Madrid, on a un journal du coup qui s'appelle AS traite de l'actualité du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid et dans la section, très reconnaissable de l'Atlético de Madrid avec un journaliste dont j'ai oublié le nom, mais qui parle en général du club de l'Atlético, a écrit un papier en même mentionnant même d'ailleurs même pas l'Atlético de Madrid, mais en stipulant qu'il a eu des informations selon lesquelles Greenwood partira de Marseille pour environ 50 ou 60 millions d'euros maximum et je voudrais insister sur le mot maximum dans cette phrase, car quand tu reprends toutes les informations que je viens de dire, on parle d'un journaliste qui est proche du club de l'Atlético de Madrid, qui du coup, on jette un petit pavé dans la mare en te disant déjà d'office que voilà, l'Atlético de Madrid, ne va pas mettre plus de 50 ou 60 pour avoir Greenwood. Sachant que les sachant que les destinations du joueur anglais sont assez limitées par au vu de son passé, on ne reviendra pas dessus, mais au vu de son passé, qui le limite à un retour, dans ces terres, outre-Manche. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce genre d'information qui te fait dire, ce que beaucoup de supporters craignent depuis maintenant, plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'il y aura un bradage, qui va être fait sur beaucoup de joueurs d'effectifs, dont Mason Greenwood, dont de toute évidence, on ne va pas tirer le maximum qu'on aurait pu, mais ça c'est un problème qui est récurrent depuis quelques années et puis on était resté là-dessus et puis là, il y a une information qui est sortie hier également, ou en tout cas hier par rapport au moment où cette vidéo est tournée, que, que la Juventus aurait un intérêt particulier pour Greenwood, pour une offre de, si je ne me trompe pas, de 50 millions d'euros avec un échange supplémentaire de Edon Zegrova. Voilà, c'est les dernières choses qui sont sorties. Dans le cas de Mason Greenwood, je pense que ces 2 rumeurs-là vont pas être accompagnées de beaucoup plus de rumeurs sur cet été jusqu'à son départ.
Parce que voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se positionner sur lui, à part C'est vrai. si évidemment si évidemment il y a peut-être y avoir des intérêts, qui viennent, qui viennent de la péninsule arabique. Mais là, avec ce qui se passe, en ce moment dans le monde, on n'est plus trop sûr de la stratégie que vont employer ces championnats-là. Donc voilà, je pense que malheureusement, au vu de ces 2 rumeurs, au vu des montants qui sont annoncés et au vu à peu près de tout le contexte actuel, de la conjoncture, je pense que voilà, on va être sur un Mason Greenwood qui va malheureusement partir, qui va partir à un prix qui est un prix, qui aujourd'hui en 2026 c'est un prix pour un joueur, moyen bon, j'ai envie de te dire, 50 millions d'euros. Alors effectivement, on parle de beaucoup d'argent, mais dans le monde du football actuel, 50 millions d'euros aujourd'hui, on va pas faire une liste, on va pas citer des noms, mais quand vous voyez ce qui part à 50 millions en ce moment, Greenwood à côté, on peut être en droit d'en demander un petit peu plus. Donc voilà, on se dirige là-dessus et c'est encore une fois, ça sera il rejoindra le panthéon de ces joueurs, de ces très bons joueurs qu'on a gardés au club pas assez longtemps et qu'on a mal revendus. J'ai bien peur. Voilà. Ça marche. Donc, il y a aussi le rôle de Benatia, rapide. Je pense qu'il n'a pas supporté parce qu'il y a des jalousies dans le vestiaire. Tout ça. Il a voulu remettre de l'ordre, peut-être maladroitement, comme d'habitude. Benatia, il n'est pas très, on va dire, dans la, dans la dentelle. Ouais, Effectivement. on n'a même pas pu profiter de Greenwood les 6 derniers mois à l'OM. C'est vraiment dommage. Parce que qui partent, ça, on savait. Enfin, tout est raté, même sa sortie. Donc les torts sont partagés, mais beaucoup plus pour le club à 80%. Greenwood, c'est un joueur qui doit encadrer. C'est pas qu'il y a des passes droits, c'est que dans le contexte actuel de l'OM, tu ne peux pas te permettre de gérer ça comme ça. Le management, c'est du timing et comme d'habitude, le timing n'est pas au rendez-vous. En tout cas, merci pour ton avis, Nightitch. Les gars qui nous écoutent la vidéo, ce serait bien de donner de votre avis sur cette histoire entre Greenwood et le club en commentaire pour savoir ce que vous en pensez, c'est important. Et on va passer au sujet suivant, les gars. C'est Matic, c'est sur Højbjerg. On va en parler rapidement parce qu'on n'a pas trop d'infos. Mais Højbjerg, Ouais. qui est quelqu'un de normalement cadre de l'équipe, qui montre une nervosité. Il y a eu un incident chasuble, j'appelle ça le chasuble gate pour rigoler. Mais avec le staff, t'en penses quoi? J'ai pas plus d'informations parce que bon, je ne suis pas allé Ouais, fumer non plus tout ce qui se passe. Donc vas-y. non, mais écoute, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu le type d'information qu'on a pu avoir, avec Aubameyang. Souviens-toi l'histoire de son geste d'énervement qui au final était juste un coup de pied dans un piqué à l'entraînement là. Je pense que la plupart des supporters marseillais ont vu cette vidéo passer à un moment donné. Donc voilà, c'est le genre de micro-événement qui normalement, devrait être, anecdotique dans un club, qui marche bien, dans un club qui est bien structuré et dans un club qui n'est pas en état de crise, où le vestiaire est en feu comme le nôtre en ce moment. Mais voilà, vu que vu que la situation est très compliquée à tous les niveaux au club, bah, voilà, ce genre de petites choses, qui normalement devraient juste être des tempêtes dans un verre d'eau, bah, aujourd'hui, voilà, ça se transforme en ouragan et tu vois les informations sortir. Tu vois des joueurs, qui eux-mêmes, du coup, sont plus nerveux que ce qu'ils devraient être d'habitude parce qu'eux aussi se rendent compte de ce contexte. Eux aussi, vivent pleinement dans ce contexte vu qu'ils sont acteurs principaux, avec la structure dirigeante du club, des mauvais résultats et de la saison assez horrible qu'on est en train de voir. Donc voilà, on s'approche d'une fin de saison chaotique dans tous les domaines. Tout le monde est nerveux, tout le monde à mon avis, au sein du vestiaire et le téléphone, sur l'oreille, la plupart de leur journée pour essayer de voir avec leur agent où est-ce qu'ils pourraient aller, où est-ce qu'ils pourraient, s'exfiltrer parce que voilà, il y a un découragement général, il y a voilà, je pense que le navire là, il va commencer gentiment, doucement à se vider et j'ai bien peur que dans certains cas, dans certaines situations, ça va pas être très joli à voir. Voilà. Je J'ai pas envie de présager, le pire, hein, mais je pense que ce genre de petits événements comme ça, comme Højbjerg ou comme Aubameyang ou comme Greenwood, comme on a dit, précédemment là, ça va encore malheureusement se répéter. J'ai bien peur. Voilà. Ça marche. Bah, toujours pareil. C'est vraiment un gâchis encore parce que bon, je dis pas que c'est un top joueur, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il rendait service à Marseille quand il est arrivé. Un bon joueur, Mmh. une descente de niveau aussi, très baisse du niveau. Je
pense que les Ouais, sollicitations, le projet, même avec De Zerbi, c'était un gars de De Zerbi, mais il y avait des petites frictions à la fin avec les De ouais, Zerbi. Quand les résultats vont mal, tu te retournes vers tes cadres et les cadres, ben, forcément, ils ont des choses à reprocher parce que le club est complètement au-dessus-dessous. Dur de taper sur Hubert, mais quand même son niveau a baissé. Mais pourquoi oui, s'attaquer aux joueurs alors que c'est global? Je sais pas. C'est vrai que sur certaines choses, il y a les caractéristiques négatives des joueurs qui ressortent, hein. Il n'y a que ça qui ressort en ce moment. Pareil que Greenwood, hein, même si Greenwood, c'est un autre niveau, mais c'est un mystère aussi, sa baisse de niveau. Il y a aussi les permutations à son poste, tout ça, tout ça. Lui aussi qui n'a pas peut-être le jeu pour finir une saison en trombe avec l'intensité, avec tout ce qu'il a vécu aussi avec sa sélection, le mental. Plein oui, de petites choses qui font que bah, lui aussi il sera sur le départ, ça c'est sûr qu'on ne le verra plus. Donc voilà, un autre gâchis, gâchis numéro 2. Peut-être qu'un gars comme Rongier, on va en parler un peu plus tard sur le sujet, aurait pu mettre de l'huile dans les rouages, calmer les choses, parce qu'il connaît le club, même s'il a un peu plus d'expérience en Hubert, normalement, il joue en première ligue, il a joué au Bayern. Mais l'OM, ça ne suffit pas, il ne suffit pas de jouer dans des clubs prestigieux, qui sont plus, on va dire, rationnels. On est un club sauvage dans le ouais, sens institution, où il n'y a pas de stabilité, donc ça devient compliqué d'intégrer et d'adapter les joueurs à long terme. À court terme, sur l'euphorie, sur le public, tout est nouveau, les joueurs, ils sont emportés. Mais justement, rester au haut niveau, la stabilisation, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et on va pouvoir parler ensuite, passer au sujet suivant sur l'incident de la semaine entre Bey et Abdelli après le match, avec une altercation après le match de Lorient, de Nice, ouais, pardon. Excusez-moi, parce que Lorient aussi, c'était pas top. Le match de Nice où il y a eu des mots échangés dans le vestiaire. Bey aurait reproché à Abdelli et aux remplaçants, sans les nommer, qu'ils n'avaient pas été à la hauteur. Abdelli l'a mal pris, il lui a dit: tu ne me parles pas comme. T'es pas mon père pour me parler comme ça. C'est monté un peu sur les tours avec un je m'en balai sorti de la part d'Abdelli. Voilà, que ce que t'en penses, hein, Naïtic. et voilà, hein, c'est encore une fois, hein, je pense qu'on va arriver toujours bon, déjà il y a un dénominateur commun à tout ce qui se passe en ce moment, je pense que vous l'avez bien compris, si vous si vous savez un peu écouter là, ce que je vous dis là depuis 10 minutes. Mais voilà, effectivement, Abdelli, c'est encore un cas particulier où c'est quelqu'un que tu fais venir en hiver, tu connais l'appréciation, je vais pas dire le mot amour, parce que je suis pas non plus dans la tête des joueurs, mais voilà, l'appréciation au minimum qu'il a pour ce club, l'envie qu'il avait de venir dans ce club. On se rappelle il s'était carrément mis à demi en grève, hein, du côté d'Angers, sur la période, hivernale là pour pouvoir, un petit peu forcer le transfert. Et voilà, c'est le syndrome d'un joueur qui réalise un petit peu son rêve de jeune, de venir jouer dans ce club, qui arrive un petit peu au pire moment pour lui, qui est lancé dans le bain peut-être un petit peu trop vite également, qui est pas mis dans des bonnes dispositions, qui a pas le temps de rattraper les retards qu'il a pris sur les préparations au vu justement de cette fameuse grève qu'il a entrepris à Angers sur la trêve d'hiver. Voilà, tout ce genre de choses qui amènent à une frustration, il vient, peut-être aussi également pour le coach, hein, encore une fois, hein. Je pense que De Zerbi a été un facteur, déterminant aussi dans sa volonté de signer. Encore une fois, il voit que cet entraîneur l'a pas, un nouvel entraîneur arrive, Habib Beye, et voilà, tous ces événements, font monter la nervosité du vestiaire au global et du coup, un petit peu plus peut-être dans des cas particuliers comme celui d'Abdelli. Et voilà, ce qui devait arriver arriva, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a une mésentente, avec un entraîneur qui, somme toute, dans un vestiaire, encore une fois, peut sembler anecdotique, sauf que voilà, c'est monté en exergue par le contexte actuel et tu te retrouves avec ce genre de situation où tu as un joueur qui répond à son entraîneur. J'ai rarement vu ça quand même. On a vécu beaucoup de choses. Je pense qu'il y en a certains qui nous écouter qui sont, supporters aussi depuis très longtemps du club. On a vécu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses. Mais cette saison, on est en train de battre des records, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses où tu peux te dire: «Ah, ça, c'est du jamais vu» et là, pour le coup, qu'un joueur réponde comme ça à son entraîneur de cette manière-là, tu l'as pas vu souvent et voilà, c'est un symptôme clair d'une maladie, présente au sein du club aujourd'hui qui est la baisse qui est la voilà, tout le monde baisse les bras, quoi. Tout le monde baisse les bras, il y a plus énormément de volonté, tout le monde se rend compte que
on va un petit peu dans le mur, les joueurs, les entraîneurs, comme Habib Beye qui vient pas par dépit, mais qui, voilà, qui savait qu'il allait être un petit peu le seul à pouvoir, essayer de relever le défi et il vient, et dans un contexte aussi bizarre. Donc voilà, encore une fois, et attention, hein, quand je vous explique tout ça et comme Marc l'a dit, hein, quand j'explique tout ça sur Greenwood et quand j'explique tout ça sur le bière, je suis pas en train de justifier tout ce que font les joueurs, hein. Ils ont leur part de responsabilité dans beaucoup de choses, mais voilà, c'est pour, aller un petit peu au-delà juste de cette analyse un petit peu simpliste, mais voilà, un petit peu d'expliquer pourquoi ces joueurs qui, il y a encore, 7-8 mois étaient, d'un caractère irréprochable et qui aujourd'hui se retrouvent à être, des cancres, quoi. Des cancres, des gens qui s'entraînent mal, des gens qui courent pas beaucoup, des gens qui parlent mal. Donc voilà, encore une fois, il y a aucun gagnant de tout ça. Ni les supporters, ni les joueurs, j'ai l'impression là encore plus là avec, tout ce qui va se passer, ça va commencer à devenir chaud pour tout le monde. Donc voilà, enfin, Ouais, ça nous fait pas honneur, je vais dire, ah non. tous ces conflits. Abdelli, faut pas répondre comme ça au coach, ça c'est sûr. Techniquement, tu penses quoi techniquement d'Abdelli, sur entre son niveau danger et le niveau qu'il a en ce moment à l'OM? Je sais que tu en as parlé au début sur la période d'adaptation, tout ça, mais concrètement, en 2-3 mots, sur ce qu'il aurait pu apporter avec De Zerbi, ce qu'il n'arrive pas à apporter là et voilà, quoi. Bah, écoute, c'est le 1er étant, c'est qu'il joue à Angers dans un contexte qui est assez particulier. C'est un contexte où, c'est pas un joueur qui est protégé, mais c'est un joueur qui est entouré de gens qui courent beaucoup plus. Des joueurs qui sont de moins bonne qualité intrinsèque que ce qu'il peut avoir aujourd'hui autour de lui à l'Olympique de Marseille. Mais du coup, dans un championnat de Ligue 1, dans une équipe comme Angers qui, voilà, qui a pas les mêmes objectifs, qui ce sont des joueurs qui a un système qui est fait pour que certains joueurs se sacrifient pour d'autres. C'était le cas de Abdelli, en tout cas, il en a été le bénéficiaire de ça. De joueurs qui courent un petit peu plus autour de lui et que du coup, lui, ça lui permet de complètement se focaliser sur, l'appréciation du jeu et sur sa qualité de passe et cetera, et il arrive aujourd'hui à l'Olympique de Marseille qui est un club, complètement différent, là où tout le monde doit fournir les efforts et effectivement, encore une fois, dans un contexte très particulier et très compliqué, je pense à gérer mentalement pour les joueurs, il arrive aussi avec cet handicap-là, c'est-à-dire, aucun temps d'adaptation et aussi, un système de jeu qui, ne correspond pas du tout aux qualités qu'on a pu lui voir à Angers et voilà, ça pose aussi la question à travers ça, ça pose aussi la question de de la viabilité du recrutement lui-même. Pas que Abdi soit un mauvais joueur, mais était-il vraiment le temps de est-ce que c'était vraiment le temps là de prendre ce joueur-là en sachant, les qualités qu'il peut avoir et en sachant qu'il va peut-être pas pouvoir retrouver le même contexte qui met en exergue ses qualités? Donc, voilà, un Abdelli aujourd'hui dans un milieu à 2, c'est pas possible. On l'a vu, sur le partenariat avec Aubière que ça a été ignoble. Abdelli pour moi, c'est un joueur qu'il faut absolument qu'il évolue dans un système à 3 milieux de terrain et que les 2 autres milieux de terrain aient un volume de jeu, bien plus conséquent que le sien pour espérer, heu Pour espérer qu'il montre, toutes ses qualités. En tout cas, là, je te parle à l'heure actuelle, en l'état. Après à l'avenir, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être qu'il évoluera dans son jeu, même si c'est peu le cas, avec ce type de joueur. Mais voilà, encore une fois, c'est à moitié pas un problème de casting, je dirais, mais un problème peut-être d'appréciation de ce que peuvent être ses qualités et comment les mettre en valeur. Et puis de l'autre côté, une mise en relation avec ses partenaires au milieu qui est vraiment pas bonne. Mais ça, encore une fois, c'est un problème, dont la genèse, provient de l'été dernier avec les départs de Rabiot, et de Rongier. Donc, tu aurais eu ces 2 joueurs-là aujourd'hui, peut-être déjà que Abdelli serait pas venu, mais même s'il était venu, en tout cas, il aurait été accompagné par des compères au milieu de terrain qui auraient été, bien, bien plus intéressants pour lui. Voilà. Ah, c'est sûr qu'avec un Rongier, déjà dans le vestiaire, il n'y aurait pas eu cette escalade dans les mots. Rongier, il a apporté son calme et son expérience, sa connaissance, sa Effectivement. légitimité, de par ses performances et sa longévité. Et ça, on ne peut pas refaire en machine arrière. Et techniquement, avec un Rabiot, je pense qu'il y aurait eu une entente ou un respect de la carrière. Et bon, ça, c'est du conditionnel. Abdelli, Malheureusement. beaucoup de points où justement, comme tu disais, c'est un joueur qui rêvait de jouer à l'OM, qui avait, à cœur de bien faire, mais même ça suffit pas. Il a pété un petit peu un câble avec Habib Beye.
Habibey, aussi, c'est quelqu'un de, on va dire, d'entier, de direct dans son management. Je vais pas l'accabler parce qu'il est arrivé en pompier de service à un moment où personne venait. Abdelli, il aurait pu comprendre ça, se mettre un petit peu au niveau du contexte et comprendre que Bale, même si la méthode n'était pas bonne dans un contexte actuel, la chance de jouer à l'OM, faire le dos rond. Sa nervosité, je pense, elle est liée à son envie de bien faire. Et c'est un cap mental à passer. Et après, c'est un joueur qui a 26 ans. Il est né en fin d'année, il aura 25 ans en novembre. L'OM, peut-être à ce niveau de désastre, on va dire. Et lui, qui arrive d'Angers, il y a trop un écart entre ce qu'on a besoin mentalement et ce que lui, il a vécu avant. Surtout quand tu vois des cadres comme Ouais. Heuger, comme Greenwood qui plongent et qui ont eu l'habitude d'être à l'OM depuis un moment, c'est pas étonnant que bah, il y ait un clash dans le vestiaire. Il y en a eu pas mal cette année. Celui-là, il est d'une ampleur que ça fuite vraiment. Il connaît tout ce qui s'est passé. Enfin, contrairement à l'affaire Rabion, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, les mots qui ont été échangés. Ça a été bien étouffé, ça. Ça devait être aussi, comme tu disais, hallucinant. Donc Ouais. voilà, hein, Abdelli, il paraît que l'entraîneur d'Angers hier, non, du Havre, hier, il a donné des explications tactiques sur le Phocéen pour ceux qui veulent aller lire un petit peu pourquoi ça ne marche pas à l'OM et quelle est l'avis d'un de ses premiers coachs, sa formateur au Havre. Donc voilà, maintenant on va passer à cette taupe Medina. Enfin, cette taupe, je ne sais pas si c'est une taupe, puisque lui, il a découvert, mais il y a des infos qui fuitent en ce moment et dans la presse ou des interviews directes, hein, des confessions comme si c'était on va dire, un moyen efficace d'aller regagner du crédit sur le terrain. C'est pas comme ça, pas pour moi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est Medina. Bon alors attention, après, ce qui est sorti dans la presse, est-ce que c'est Medina? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien une taupe au sein de l'effectif parce que la conversation exacte, au mot près, entre Abdelli et Bey, c'est pas c'est pas de l'improvisation, journalistique, comme on peut parfois s'en plaindre, à juste titre, hein, d'ailleurs, que les médias parfois, un petit peu romancent tout ce qui se passe. Non, là, c'est vraiment, ça sort du vestiaire, hein, tout simplement, hein. Les choses qui arrivent en ce moment et là, c'est simple, c'est tous les jours. On a l'impression que c'est tous les jours qu'il y a des nouvelles choses qui sortent. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelqu'un au sein du vestiaire qui, pour quelle raison, je ne sais pas exactement, mais qui, a décidé du coup d'un petit peu de tout balancer et puis, ça fait écho à l'interview qu'a fait Medina à RMC, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, avant le match contre Nice, où il a, clairement tiré sur beaucoup de ses collègues dans l'équipe, sans les citer, mais bon. Je pense que si vous reliez les points, vous arrivez très vite à trouver de qui il parlait. Quand il parle de champion du monde, il parle de Pavard, hein, voilà, il y a pas beaucoup d'autres choix de toute façon et Pavard et Emerson, parce qu'il parle de champion d'Europe. effectivement, champion d'Europe, donc ça peut concerner soit Pavard, soit Emerson pour la Ligue des champions ou Emerson pour l'Euro qu'il a gagné avec l'Italie. Ouais. Et Donc il a gagné la Champions League aussi avec Chelsea, je crois. Emerson. exactement, ouais, exactement, en 2021 si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est voilà, Medina du coup qui en plus, si on veut être, encore plus, dans l'analyse, qui s'en prend, majoritairement en plus à ses compères de défense. C'est-à-dire que là, il parle pas des attaquants qui reviennent pas assez défendre. Là, il parle de ses collègues en défense qui ne défendent pas assez bien ou qui n'ont pas les bonnes attitudes ou qui voilà, on est sur, quand même Ça fait un peu balance, quoi. ça fait un peu balance, ça fait un peu balance, mais on est surtout sur un niveau de détachement et un petit peu un côté hors sol qui est fou en fait à entendre. Parce qu'une défense ne concerne pas que un joueur ou 2. Si c'était que ça, qu'on avait juste un élément ou 2 défectueux dans une défense, ça irait encore. Tu fais des ajustements et puis ensuite ça passe. Le problème, c'est qu'ils sont tous concernés en défense. Tu en as pas un à sauver sur la saison. Parce que Weah, effectivement, mais Weah à la base, c'est pas non plus un défenseur. Donc ouais, moi je le catégorise même pas comme ça. C'est quelqu'un qui est venu et qui a dépanné sur la saison, qui a souvent bien fait son boulot et voilà. À part ça,
en défense, que ce soit de gauche à droite et le gardien également roulis. C'était très compliqué cette année. Du coup, de sa part, de venir en fin de saison dans ce contexte-là, avant le match contre Nice, pour le résultat qui est celui qu'on connaît derrière, avec un match nul horrible et puis une prestation individuelle de Medina qui a été aussi horrible sur le match, c'est ce niveau de détachement et ce niveau de voilà, en fait, j'arrive pas à comprendre ce qui lui est passé par la tête à lui et ce qui est passé par la tête au club de l'avoir envoyé, enfin, cette interview. Parce que c'est pas un joueur qui se réveille un matin et qui dit que j'allais parler à la presse. Non, dans un club de football professionnel, de la stature de celui de Marseille, avec son exposition médiatique, ce qui se passe, c'est que quand il y a quelque chose à dire, en général, c'est les clubs qui envoient les joueurs parler à la presse pour faire passer des messages ou pour, gagner acquis par un capital sympathie ou quoi que ce soit et là, du coup, ça a été discuté. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été discuté, voire même préparé un petit peu dans les mots qui allaient être utilisés, qui a été revérifié par le club, qui a été validé et tout ça est sorti à quelques jours du match contre Nice. Donc, en fait, c'est quoi? C'est une sorte de manière de se dédouaner pour Medina? C'est une sorte de manière de dire, «Vous inquiétez pas, l'année prochaine, on repart sur un bon projet», pour nous enfumer encore un peu en nous disant: «Ouais, mais l'année prochaine, on part sur un nouveau projet, vous inquiétez pas, là, il y aura moi et puis on va virer les mecs autour de moi qui sont nuls. Vous allez voir, ça ira mieux». Est-ce que c'est un truc, complètement, comment dire? Dans l'espoir de détourner l'attention parce que pour pas qu'on regarde quelque chose d'autre? Enfin, je sais pas. C'est une stratégie club, une stratégie du joueur, une stratégie que je comprends pas. Ça me déçoit quand même beaucoup de Medina, de ce que je pensais du joueur, dans sa mentalité. Là où je pensais qu'il était, au même titre que beaucoup d'Argentins dans ce rejet un petit peu de tout ce genre de choses, de se montrer et de parler et cetera et c'est surtout sur le terrain qu'il fallait démontrer. Là, ça m'a même beaucoup déçu et puis la preuve en est, hein, comme on dit à chaque fois là, tu le payes cash tout de suite quand tu as des déclarations comme ça et que tu arrives pas comment dire? À les soutenir derrière par ton niveau de jeu. C'est-à-dire que contre Nice, tu as été horrible et tu as produit un match horrible, défensivement encore une fois, même si tu pas seul, mais voilà donc c'est vrai que je suis très surpris par tout ça et de toutes les informations qu'on a traitées aujourd'hui, je pense que c'est celle qui m'attriste le plus et celle qui m'agace le plus, je pense. Voilà. Au moins, c'est clair, hein. C'est carré. Carré. Ouais, tout ce que tu dis, je suis d'accord sur Medina, hein. Je peux pas mieux résumer. J'avais exactement le même optimiste en pensant qu'il allait ramener sa grinta, tout ce qu'on a pu voir à Lens. C'est vrai que c'était une défense à 3, donc on se posait la question tactique arrière gauche ou défense à 2 ou à 3. Mais c'est même pas là le sujet, Mmh. c'est une question de comportement et d'attitude. Là, je trouve qu'il en fait trop. Il a intérêt à être très bon parce qu'il va rester dans le projet. Il a intérêt à se remettre à l'endroit l'an prochain. Je ne vais pas dire que je perds espoir, mais il y a toujours un peu d'espoir quand un joueur comme ça a un peu de caractère, peut-être qu'il va s'arranger, on espère. Mais Ouais, il est à côté de la plaque, là. Là, il est à côté de la plaque. Peut-être que c'est un rôle qu'il s'est clairement. donné avec la direction. Il est un peu le bénévole de service à vouloir Mmh. éteindre des feux, mais il en rajoute. C'est très maladroit. Il n'y a personne pour attraper l'autre. De la direction aux joueurs, aux recrues. On en est là. C'est une vraie fissure qu'il y a au club en ce moment. Même pas une Ouais. crise. C'est tous les mois, toutes les semaines, ampleur ou pas, depuis janvier. Donc, c'est en déliquescence. Il y a un truc qui se cache derrière, on le saura peut-être plus tard. Là, il y a trop de. On accuse tout le monde, en fait, entraîneur, joueur, staff, la pelouse aussi, mais peut-être qu'on ne connaît pas les vrais responsables de cette structuration. On dit McCourt, ça c'est sûr que c'est lui qui est à la base de tout ça. Mais je veux dire, Mmh. dans les détails et les jeux de pouvoir et tout ce chaos qui en résulte, on ne connaît pas tout. Ça ne veut pas dire que nos supporters, on doit tout savoir. Mais à un moment, il faut tout remettre à plat et être transparent parce qu'à Marseille, le foot et l'OM, c'est quelque chose de quotidien, de tous les jours. Comme j'allais dire une bêtise, mais voilà quoi, vous avez compris. Mmh. Un truc addict. Donc il y a Ah, vraiment un gros travail à faire de restructuration. Quelle sera la suite? Je ne sais pas. On verra déjà contre Nantes. On se retrouvera pour Nantes, les gars. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Night sur tous ces sujets qu'on a abordés. ouais, Et, ouais. N'hésitez pas les gars, ouais, ça nous fait plaisir de les lire derrière,
vos commentaires pour voir ce que vous en avez pensé et puis même lire des avis, hein, tout simplement. Ouais, sur le sujet Greenwood, Benatia, Højbjerg, la baisse totale d'implication de niveau. Paye Abdelli, t'es pas mon papa, papa Outé. Et le retour le retour des médias, le retour des événements qui se passent aussi rapidement que prévu dans les médias pour l'OM. Donc, quand je dis prévu, c'est qu'il y a il y a une stratégie pour ça. Donc, donnez-nous vos avis, les gars. Merci de ta présence, Maïté. Je vous souhaite une bonne Merci à toi de après-midi, l'invitation. l'après-midi.